Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour le 11e épisode du Smart and Strong podcast après une absence de presque 4 ans. Alors, je suis très content de reprendre aujourd'hui les podcasts après surtout un si long hiatus et cet hiatus a été l'occasion pour moi de, comme ça tu le sais, terminer mes études de kinésithérapie, lancer mon business de coaching, entreprendre des études aussi, une formation d'étudiant-chercheur que j'ai arrêté pour me lancer en tant que coach indépendant et me voilà, les 4 ans se sont déroulés. Durant ce temps-là, j'ai bien fait attention de développer aussi les services de Smart and Strong. J'ai mis l'accent un peu plus sur les publications Instagram, sur le YouTube en fonction des périodes. Et voilà. Du coup, juste pour te dire que je reprendrai les podcasts à partir de maintenant. Je ne sais pas encore à quelle fréquence, au moins 1, 2 épisodes par mois. Des podcasts qui seront principalement animés par moi, potentiellement en solo la plupart du temps, mais avec des invités qui seront bien évidemment prévus et toute une liste de topics à aborder. N'hésite d'ailleurs pas à me parler des topics que tu souhaiterais aborder. N'hésite pas à poser des questions aussi et je reprendrai les questions qui ont été posées lors du précédent podcast s'il y en a eu et j'y répondrai dans les podcasts suivants. Donc voilà, c'est l'idée. Comment ça va se passer de manière générale? Alors, je vais toujours adapter ici. Aujourd'hui, on va parler des tendances en programmation et en coaching et ce que j'en pense. On répondra également à la FAQ que j'ai posée sur mon Instagram il y a déjà quasi 2 semaines. Je suis vraiment désolé de répondre si tardivement. Pas mal de projets sur le feu en ce moment et tout concilier est parfois un petit peu compliqué. J'essaierai de faire attention à ça. Et voilà, ça va. Donc ça, c'était un petit peu les news. Ce podcast, du coup, je vais faire en sorte qu'il soit accessible. Je vais essayer de faire en sorte de communiquer aussi sur des sujets qui nécessitent plus de développement qu'un simple post Instagram ou que quelques stories, mais sur lesquels j'ai envie de potentiellement pas trop m'inquiéter de la forme que ça prendra vis-à-vis de YouTube. Et du coup, je pense que le podcasting est une très bonne solution pour checker toutes ces boxes-là. Donc voilà. Sinon, sur le plan personnel, en dehors de ça, comme ça tu es au courant, je sais que tu as peut-être écouté ça par le passé, je me suis récemment lancé en tant que coach indépendant et du coup ça a été pas mal de stress, beaucoup de choses sur le feu et encore dans les prochains mois, beaucoup de projets à venir, beaucoup de collaborations qui vont a priori se faire et j'ai vraiment vraiment très très hâte de t'en dire plus sur tous ces points-là. Mais à l'heure actuelle, le développement se passe vraiment sur les services de coaching et l'accompagnement des athlètes, en tout cas dans les sports de force. Euh, voilà, ça c'est un petit peu où j'en suis à l'heure actuelle. Ces 2 dernières années ont été pour moi l'occasion aussi d'en apprendre beaucoup plus sur l'aspect scientifique et du coup je suis vraiment content d'avoir intégré cette partie-là dans dans ma pratique professionnelle. Et en fait, je me suis juste lancé dans un master en sciences de la motricité à finalité approfondie. J'ai fait une première année où on a eu une approche où j'ai pu participer à des expériences scientifiques et avoir une approche beaucoup plus appliquée, notamment de la recherche scientifique. La deuxième année était beaucoup plus fondamentale, du coup, beaucoup plus de manipulation dans le sens biochimique et presque un boulot un peu plus de laborantin qui m'a un petit peu plu et du coup m'a un peu permis de tracer ma voie. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui s'est passé ces 2 dernières années suite à la finalisation de mon master en kinésithérapie. Et voilà. Du coup, d'ailleurs, si un jour ça t'intéresse, mon master le titre de mon mémoire était intitulé Les facteurs de risque et prévalence et facteurs de risque de blessure en powerlifting classique. J'ai hâte de peut-être faire un podcast à un moment qui explique un petit peu mes trouvailles et quelques points sur la discussion. Mémoire qui était une revue de la littérature et du coup différentes choses à en dire. Anyway, on est venu ici pour après ce banter de presque 4 minutes pour parler des tendances en coaching et répondre à la FAQ. On va du coup d'abord s'intéresser à ce premier topic et je répondrai ensuite aux questions. J'en ai eu quelques-unes et j'espère y répondre de la meilleure des manières. Alors, concernant les tendances en powerlifting, pardon, j'ai failli vendre la mèche sur ce que j'allais traiter aujourd'hui, mais on va y venir. J'ai récemment vu plusieurs coachs, en tout cas, donner leur avis sur les réseaux sociaux et notamment sur les tendances en programmation. Quand ils parlaient de tendances, ils parlaient plus particulièrement des ascending sets ou ramp-up sets et des fatigues single. Alors, les ascending sets, c'est quoi le principe? C'est qu'en gros, on va avoir plusieurs séries qui vont nous permettre d'arriver à une intensité donnée sur la dernière série. Donc, imaginons, tu vas avoir 3 séries de ramp-up ou d'ascending set, tu vas avoir un format de répétition donné, disons 5 répétitions, et l'idée va être, par exemple, sur la dernière série, d'arriver à un RPE, disons 6.
eh ben, du coup, les séries vont être considérées comme des séries de travail. Et du coup, la première peut-être donner un RPE 3 ou 4, et la seconde pourrait donner, par exemple, un RPE 5. On va se retrouver avec une, on va se retrouver avec pardon, une structure qui sera du genre 5 répétitions, 1 RPE 4, 5 répétitions, 1 RPE 5 et 5 répétitions, 1 RPE 6. Et du coup, l'idée est d'augmenter progressivement la charge pour arriver à l'intensité désirée. Et voilà. Ensuite, les fatigue singles, qu'est-ce que c'est? C'est juste un single qui est non pas placé en top set, mais qui est plutôt passé après le travail de volume ou entre guillemets les back-off qui deviennent en général des straight sets, parfois des ramp-up sets aussi. Ben voilà, mais le fatigue single, en fait, c'est un single qui vient après la réalisation de son travail plutôt volume sur le mouvement. Ça va. Deux stratégies que j'ai déjà utilisées dans ma pratique professionnelle et que j'affectionne dans certains cas. Je reviendrai là-dessus un peu plus bas et je donnerai un peu certains arguments de pourquoi moi j'y recours. Pas forcément que ça doit être un avis partagé, mais pourquoi il fit plutôt bien dans mon système de coaching. Mais voilà, l'idée de revenir, de se dire, maintenant que je t'ai présenté ce que c'était cette tendance, l'idée est surtout de dire pourquoi je ne suis pas d'accord avec ces coachs-là, mais surtout quel était leur avis d'abord. Alors, ces coachs-là, juste pour résumer leur avis, c'est que les tendances, de manière générale, elles sont, je vais caricaturer un petit peu, mauvaises. En fait, elles ne font que distraire l'athlète de l'objectif premier. Et l'objectif premier de l'entraînement, c'est quoi? C'est de mettre de l'effort et de l'intention. Or, les tendances, elles vont diluer un petit peu les efforts de l'athlète, faire en sorte qu'il ne soit pas concentré sur le plus important, qui est juste l'effort et l'intention. Et je ne serais pas entièrement en désaccord avec ce point de vue-là. Je pense qu'il y a beaucoup de valeur dans cette approche. Je pense qu'elle est réductrice, clivante, qu'elle manque de nuances, mais je pense qu'il y a quand même une grande partie de vrai. Je conçois que l'effort et l'intention sont vraiment la base, le prérequis de tout programme d'entraînement. Sans eux, on ne va jamais pouvoir construire. L'athlète ne va pas être en mesure de se développer. Et surtout, s'il n'y a pas d'effort, il n'y a pas d'intention dans l'entraînement, l'issue, on risque de ne pas l'atteindre. Donc ça, pour moi, c'est clair. Cela dit, je pense que ce n'est pas pour autant qu'on doit se refuser à vouloir intégrer les tendances et surtout à être aussi catégorique quand on voit un nouvel outil émerger. Je vais t'expliquer un petit peu ce que j'en pense et j'évoquerai pour cela plusieurs raisons. La première raison qui me vient à l'esprit, et comme ça tu le sauras et tu me diras si tu partages cela aussi, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu partages mon avis sur les tendances en programmation. Je peux concevoir que beaucoup de personnes pensent différemment. Mais la première raison qui me fait dire que je ne suis pas spécialement d'accord avec ces coachs-là, c'est le fait est que si on voit une tendance qui a tendance à prendre de plus en plus d'ampleur, que ce soit sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, et que de plus en plus de coachs l'utilisent, c'est que pour moi, elle parle à un public visé. On sait que les athlètes veulent progresser et on sait que leurs coachs veulent les aider à progresser. Dès lors, si certains athlètes et coachs ont eu du succès avec un outil, une méthode, et que ceux-ci partagent cette connaissance, cette méthode, cette façon de travailler et leur expérience avec d'autres coachs, il est normal, il est humain de vouloir s'intéresser à cette méthode d'entraînement et savoir si on peut l'implémenter dans son système. Éventuellement la tester si après nos recherches, il correspond à ce qu'on souhaite travailler, à notre façon de travailler. Et ça, pour moi, c'est aussi quelque chose d'assez important. Et du coup, pour moi, c'est quand même quelque chose qui me dit, tiens, si on voit qu'il y a du succès qui est ailleurs, si les gens développent de nouveaux outils, de nouvelles méthodes, ou en tout cas les popularisent beaucoup plus, sachant qu'on travaille avec des êtres humains, qu'on veut sans arrêt prodiguer un service qui soit de meilleure et de meilleure qualité, en fait, je trouve que c'est normal de s'intéresser à ce qui se fait ailleurs et de potentiellement vouloir le tester et intégrer dans sa méthode d'entraînement. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt, en fait, rien que l'aspect curiosité et de l'aspect quel est le but de mon coaching, en fait, j'aurais vraiment tendance à vouloir aller chercher à gauche et à droite. Si les autres coachs bénéficient d'une méthode, entre guillemets, qui leur permet d'obtenir de bons résultats, de meilleurs résultats, d'accélérer les résultats, si c'était le cas, j'aurais aussi envie de pouvoir en fait tester cette méthode pour savoir si chez mes athlètes aussi ou si dans mon système elle permet d'obtenir ces mêmes résultats. Et donc ça pour moi c'est quelque chose de vraiment intéressant, ne serait-ce que d'un point de vue de la curiosité. On ne peut pas savoir si ça fonctionnera ou ça ne fonctionnera pas dans le système si on n'est pas prêt à le tester. Il faut être fondamentalement curieux. Je pense que si on veut travailler avec l'humain, il faut être fondamentalement curieux. Il faut fondamentalement avoir cette envie d'expérimenter, de faire des essais et des erreurs. Et je pense que ça, c'est la première chose.
je reprends plusieurs exemples. Par exemple, on sait que les Bulgares en haltérophilie, si on met vraiment de côté l'aspect dopage, dans les années 80, était vraiment une, une nation qui dominait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la chute de l'URSS, du coup, l'URSS se répartit en plusieurs États indépendants. Les coachs bulgares ont tendance à s'exporter, notamment Ivan Abadjaev, qui a tendance à partir dans d'autres pays, part aux États-Unis pour appliquer sa méthode. Et de là, en fait, plein de coachs américains commencent à intégrer un petit peu les méthodes bulgares, parce qu'en fait, tiens, ça fonctionne avec d'autres. Tiens, j'ai envie de savoir pourquoi. Ils se forment auprès notamment de ce Ivan. C'est comme ça que la méthode prend un petit peu d'ampleur. Alors, on retrouvera plein de coachs à l'heure actuelle qui ont gardé une influence vis-à-vis de la méthode bulgare. Alors, on sait que la méthode bulgare, très vulgairement, c'est pas vraiment une méthode comme le dit Max Aita, en fait, c'est juste des anabolisants. Mais voilà, il y a eu cette curiosité de se dire, bah, ok, ça a fonctionné chez d'autres. Moi aussi, j'ai envie de savoir pourquoi ça fonctionne ou ça ne fonctionnerait pas. Et du coup, je trouve ça important quand même de tester, de faire de l'essai-erreur, d'être curieux vis-à-vis d'outils qui ont quand même une certaine capacité à produire des résultats, même si le contexte n'est pas le même. Ici, comme on le disait, Max Aita disait dans un podcast que le premier jour, c'était une pilule, le deuxième jour, c'était 2 pilules, le troisième jour, c'était 3 pilules, et ainsi de suite. Et du coup, en fait, le but, c'était juste de doper, et on se retrouvait avec des athlètes qui pissaient fluo, hein, pour le dire vulgairement. Mais tout ça pour dire que l'outil semblait fonctionner, d'autres gens l'ont testé, ils se sont rendus compte que ça ne fonctionnait pas, ils ont discard l'outil. Mais on a aussi plein d'autres cas, et notamment avec les ramp-up, les fatigue single, où on voit quand même qu'il y a d'autres coachs qui arrivent à intégrer ces outils-là avec un certain succès. Et du coup, c'est pour ça que je pense que ça contribue aussi à la popularisation de ces outils-là, et que c'est pas forcément négatif en fin de compte. Donc ça, c'est pour moi un des premiers arguments. De manière générale, je trouve qu'il est vraiment dommage de critiquer en fait les tendances. Comme je le dis, elles peuvent répondre à une problématique, elles peuvent parler à un coach, à un athlète. Parce qu'en fait, en tant que coach, en tant qu'athlète, on fait tous face à des situations problématiques et tout ce qu'on cherche, c'est des solutions. Et parfois, on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. You don't know what you don't know. Et justement, voir ce que d'autres coachs font, ça nous permet un peu d'ouvrir un petit peu notre horizon, de retirer parfois certaines œillères qu'on a, et juste d'être conscient que d'autres méthodes existent. Et ça peut nous permettre de justement faire avancer les théories d'entraînement. Ça nous permet de renouveler un petit peu les modèles qu'on se fait de l'entraînement. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Et du coup, en fin de compte, ça peut nous amener des solutions, ça peut étendre notre boîte à outils en tant que coach. Et du coup, c'est vraiment ça qui détermine l'intérêt de ces tendances. C'est le fait qu'elles vont-elles avoir une utilité ou pas? Est-ce qu'elles apportent? Est-ce qu'elles permettent de diversifier la boîte à outils? Est-ce qu'elles permettent de répondre à une problématique? Critiquer une tendance juste parce qu'elle popularise? Non. Critiquer une tendance en fonction de son utilité? Oui. Et pour critiquer une tendance en fonction de son utilité, qu'est-ce qu'il convient de faire? Dresser une liste des plus et des moins, et un peu les mettre, si on veut, en relation et voir un peu à quoi ça sert. Alors, moi, je vais parler un petit peu de l'Ascending Set et de mon expérience personnelle. Je sais que d'autres coachs l'utilisent pour d'autres raisons, mais c'est pas ce qui m'intéresse ici. Ici, l'idée est de vraiment dire, tiens, c'est pas parce que vous voyez un outil qu'il faut tout de suite le discard, il faut surtout essayer de le contextualiser et surtout se dire, ok, est-ce que dans mon système de coaching, est-ce que dans la façon de m'entraîner, ça fit et pourquoi ça fit? Et du coup, moi, quand j'utilise un outil, certains coachs vont utiliser le même outil que moi, mais pour des raisons différentes. Et moi, je vais l'utiliser pour d'autres raisons, et c'est ça qui fait la richesse aussi dans le monde du coaching. J'insiste bien sur le fait que ce sont mes raisons et mes plus et mes moins. Ça va? Donc, pour parler directement des ascending sets et des ramp-up sets. Pour moi, un des plus majeurs, c'est vraiment le fait que c'est une manière de s'entraîner qui est un peu time efficient, qui permet de gagner du temps. Le warm-up est souvent, les derniers warm-up sont souvent directement intégrés dans le travail. Et comme souvent, on a eu une partie du volume avant, entre guillemets, le top 7. Et du coup, il n'y a pas de back-off. Ça permet juste de monter jusqu'à une certaine charge, une certaine intensité. Et OK, le travail est fait. Donc, je trouve que c'est assez time efficient. Ça permet une très bonne gestion de l'intensité, selon moi. Pour certains athlètes, c'est compliqué un peu, on va leur donner une prescription, puis sur les back-off, on va donner une prescription générale, mais on sait que tout le monde ne réagit pas de la même manière. Et je trouve qu'avec les ramp-up, on arrive à contourner ce problème-là, en tout cas, dès le moment où on travaille avec quelqu'un. À partir du moment où on connaît l'athlète, bien sûr, évidemment, ce n'est plus un problème du tout. Mais
si on commence à travailler avec un athlète nouveau, pour moi, ça permet de bien gérer l'intensité. Ça veut dire qu'en fait, on ne lui donne pas trop un premier RPE sur lequel se fixer, mais surtout le RPE sur lequel il doit arriver au moment de la dernière série. Il va avoir un peu de travail sous fatigue, mais très souvent, d'expérience, on arrive vraiment dans quelque chose qui est relativement proche des estimations qu'on aurait selon les tables, les, les, euh, selon les tables RPE remises en pourcent. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais je trouve que pour l'athlète, c'est beaucoup plus facile d'avoir cette cible à atteindre, qui est parfois un peu plus objective, et de se dire, bon, ok, je dois juste m'inquiéter, entre guillemets, je dois juste bien faire bouger mes premières séries pour un peu mériter les suivantes, mais surtout, ça leur permet juste de savoir vers quoi ils se dirigent. Et ça, je trouve que ça, c'est une très bonne chose la plupart du temps. Et du coup, ce RPI cap, ça leur dit juste, bah voilà, si j'arrive au RPE où je le dépasse légèrement, où je shoot, je sais que je ne dois pas continuer. Mais si par contre ma série était facile, bah tiens, je peux en remettre une derrière. Et en fonction du RPE, là, je sais à peu près ce que je vais remettre. Si j'étais vraiment sous un RPE un point en dessous, bah, je peux peut-être rajouter 5 kilos. Différentes choses comme ça. Et ça, c'est pour moi quelque chose qui est vraiment très, très positif et qui retire un petit peu de thinking, de penser à l'athlète, et ça lui permet juste de s'entraîner et de juste dire, bah, ok, je m'entraîne, je mets de l'effort, et c'est surtout ce qu'il y a. D'une autre manière, ça me permet aussi d'avoir une peak intensity qui soit un peu plus importante. Du coup, en fait, je peux faire un ramp-up qui peut jusqu'à un RPE 7, un RPE 8, sans forcément augmenter l'average intensity, sachant qu'on va avoir 3-4 séries, qu'elles vont être à peu près réparties uniformément. Moi, tel que je l'ai prescrit, bah tiens, si j'ai 3 séries et que je dois être un RPE, par exemple, 8 sur la dernière, je vais faire RPE, je vais surtout prescrire une montée en gamme avec à peu près un RPE 5, un RPE 6,5 et un RPE 8, par exemple. Et du coup, je sais que mon average intensity, si on fait ça entre les 3 séries, bah, elle sera du coup à 6,5, puisque 5, 6,5, 8, bah ok, mon average intensity est un petit peu entre les deux, et ça permet de réduire un petit peu l'average intensity, et ça pour moi c'est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire qu'en fait on ne va pas contribuer à induire énormément de fatigue, on a juste une série qui est plus difficile, elle arrive à la fin, sachant qu'il y a a priori un maximum d'intention, ben c'est plutôt, enfin moi je trouve que c'est en tout cas une bonne manière d'avoir une peak intensity élevée, une average intensity qui soit pas trop élevée. Alors, certains diront qu'on peut avoir le même outil avec des top 7 plus back-off, ce qui est tout à fait vrai, mais c'est moins time efficient. Et du coup, voilà, c'est l'aspect additif pour moi des avantages qui ont fait que c'est un très bon outil. Pour moi aussi, allez, une très, enfin, pardon, excuse-moi. Pour moi, un autre point positif, c'est vraiment l'engagement. En fait, en gardant la charge plus importante pour la fin, et ça sera la même chose pour les fatigue single, l'athlète devra rester engagé dans le processus tout au long des séries et surtout mériter la charge qu'il va pouvoir ajouter par la suite. Dès que si un athlète est un petit peu fainéant et qui a tendance à pas trop pousser sur ses séries, qui a tendance à rester un petit peu en garder en réserve et qui n'a pas tendance à mettre un maximum d'intention, les RPE vont être artificiellement un petit peu gonflés, et du coup il n'aura plus l'occasion par la suite d'ajouter de la charge. Excuse-moi. Et du coup, pour moi, ça c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une distinction qui est vraiment hyper importante parce que je trouve que ça permet de garder l'athlète un peu plus engagé, notamment et de vraiment garder focus. Ça le permet vraiment de le garder focus tout au long de l'ascension, alors que très souvent, ce qui se passe avec beaucoup d'athlètes, c'est que on a fait le top 7, ok, les back-offs c'est plus facile, on les prend un petit peu sous le pied. Certains vont parfois pas toujours les compléter, certains vont parfois retirer une série, certains encore vont parfois un peu être un petit peu négligents sur l'intensité qu'ils vont utiliser, donc vont parfois vont mettre moins, certains vont mettre plus. Et du coup, moi j'aime beaucoup les ramp-up parce que ça permet en tout cas enfin, voilà, de garder l'athlète engagé tout du long. Par ailleurs, ça offre aussi la diversité dans la façon de programmer. Ça, c'est quelque chose qui est un plus, il ne faut pas aller plus loin. Et un autre plus, c'est que pour moi, les premières séries, comme elles sont à l'RPE plus bas, en fait, de manière générale, elles vont permettre de ne pas accumuler énormément de fatigue. Alors, je ne pense pas qu'il y ait d'énormes coups de fatigue, différence de fatigue entre un RPE 4 et un RPE 6, on est d'accord. Mais typiquement, elles sont moins lourdes, mais je ne parle pas forcément en fatigue absolue par le corps, mais aussi tout ce qui va être joint stress, enfin le stress subi par les articulations, les genres de choses, qui peut aussi être un petit peu soulagé, mais aussi la fatigue psychologique, de savoir qu'on a un RPE un peu plus bas, ça nous permet juste de peut-être de voir moins se hyper, moins se psych up. Et ça, pour moi, c'est aussi quelque chose qui va contribuer à faire en sorte que j'ai un peu évolué vers des programmations de plus bas RPE. Et voilà.
On sait aussi qu'ici, il y a il y a des récentes études telles que la méta-analyse avec méta-régression qui est sortie par Robinson et collègues en 2023, qui a quand même montré qu'on avait des gains de force assez semblables en fait, à travers un gros éventail de RPE, beaucoup plus important que ce qu'on pensait. Et on sait que des RPE 4 à 6 sont tout aussi efficaces que des RPE 7 à 9 pour faire des gains de force. Et par exemple, plus on est proche de l'échec, plus ça craint. Il y a aussi une deuxième étude qui est sortie, ici c'était une méta-analyse, mais vraiment une étude plutôt expérimentale où ils ont fait la même chose. Ils se sont même rendus compte, je ne sais plus exactement le nom de l'étude, mais qu'en gros, les gens qui s'entraînaient normalement avec des RPE 4 étaient 4 à 6 étaient plus proches parfois du RPE 2. Et en fait, ils avaient sensiblement les mêmes progrès que des gens qui s'entraînaient avec des RPE plus élevés, comme du 7 à 9. Et du coup, ça, c'est plutôt une bonne chose. On peut faire de très bons progrès avec des RPE moindres. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'aime bien utiliser parfois des ramp-up. Alors, je trouve que l'addition de tous ces points, donc le fait que ce soit time efficient, le fait que ça permette de gérer l'intensité, que ça permette d'avoir un meilleur engagement, que ça offre de la diversité dans la programmation et que soit potentiellement moins éprouvant sur l'aspect plutôt psychologique, peut-être physiologique, mais il n'y a aucune donnée qui permette de dire que ce soit le cas, mais par contre, ça puisse diminuer un petit peu le stress au niveau des articulations. Ben, pour moi, ces points-là sont un net plus et je trouve que de manière générale, ils permettent d'augmenter l'adhérence. Ça n'a rien de magique. Je ne pense pas que ce soit une méthode supérieure à, par exemple, top 7 plus back-off. D'ailleurs, on n'a pas d'études qui le prouvent et ce serait un petit peu du coup hypocrite de ma part de dire que c'est supérieur. J'ai aucune donnée qui me permet de dire que c'est le cas, mais je n'ai également aucune donnée qui me montre que ce ne serait pas le cas. Ça va. Du coup, pour moi, les ramp-up sont aucunement supérieurs à des straight sets ou même un top 7 plus des back-off. Mais c'est une manière alternative de programmer et si elle fit correctement le contexte de l'athlète, elle permet d'augmenter l'adhérence. Et ça, pour moi, c'est le plus important. En tant que coach, et ça, c'est un argument que j'ai eu avec Nicolas Genotte, du coup, MindFit, si tu regardes ça, shout out à toi. C'est le fait qu'on en a un petit peu discuté. Je veux juste avoir un peu sa notion son avis sur les tendances, ce genre de choses. Et on en est venu un peu à discuter là-dessus, mais en tant que coach, on doit vraiment prendre en considération le temps qu'un athlète pour s'entraîner. C'est vraiment une nécessité. Parce que si on lui programme des entraînements beaucoup trop longs, il va avoir tendance à moins adhérer, à pas tout compléter. Et aussi, il y a je trouve, très souvent une perte de confiance qui s'installe aussi. Et du coup, en fait, avoir recours par exemple, à des ramp-up sets, pour moi, c'est une bonne manière de gagner du temps, en fait. Et ça, c'est plutôt cool. Quand je faisais du personal training, j'avais très souvent recours à ce genre de choses. Ça permet de gagner du temps, ça condense avec l'échauffement. Le top 7 est fait en dernier, et puis on peut passer à la suite. Et du coup, en plus, c'est un peu challengeant parce qu'on pourrait le tourner en AMRAP, on peut le mettre un petit peu au défi, et surtout, on ne doit pas s'inquiéter de ce qu'il y a par la suite. On ne va pas forcément en descendre. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de super positif. Et ça, comme le disait Nicolas, comme le disait Nico, du coup, c'est vraiment un aspect de terrain qu'il ne faut absolument pas négliger. Mais voilà, ça vient aussi de l'expérience de terrain. Peut-être que les coachs qui ont été aussi se dire, tiens, ces tendances-là, elles sont vraiment inutiles, c'est peut-être aussi du fait qu'ils n'ont peut-être pas cette expérience de terrain aussi. Il faut prendre aussi en contexte, mais du coup, je pense que là-dessus, c'est vraiment un désavantage de leur argumentation. Donc voilà. Dans l'aspect des points négatifs, moi j'en vois pas trop avec les ramp-up, pour être honnête. Je dresse peut-être un tableau un petit peu parfait. Je pense que d'autres personnes auront peut-être une vision un peu différente. Pour moi, certaines qualités que je décris ici pourraient être des points négatifs ou des points faibles de cette méthode d'entraînement pour d'autres. Et du coup, voilà, il faut le savoir. Donc, c'est juste selon la sensibilité un petit peu de chacun, le contexte et la compréhension de l'outil. Mais voilà. Ensuite, on en vient du coup au fatigue single. Alors, fatigue single, moi j'y ai moins recours de manière générale et je les ai utilisés qu'avec une athlète, avec un certain succès. J'expliquerai un petit peu pourquoi après. Et cela dit, j'ai eu parfois un peu recours au fatigue top 7. Et du coup, c'est juste de mettre le top 7 après. Cela dit, je remarque que pour certains athlètes, c'est parfois un petit peu compliqué de se dire en fait, le top 7 vient après les back-off. Et si les back-off sont déjà épuisants, si c'est des athlètes qui ont une grosse capacité de travail ou ce genre de choses, ben en fait, faire du volume, ils vont faire un peu plus de volume, mais du coup, le top 7 qui vient après, c'est peut-être pas toujours la meilleure chose. Cela dit, pour ces athlètes-là, ça pourrait en fait, le fatigue single ou le fatigue top 7 peut quand même être une bonne idée. C'est vraiment individualisé, et là, c'est vraiment la connaissance de l'athlète et entre guillemets, de son profil, je vais même parfois dire un peu psychologique, parce que juste parfois, pour lui, ça peut juste être difficile de dire, en fait, j'ai déjà fait tout mon volume, j'ai encore un top 7 à faire. Psychologiquement, c'est peut-être quelque chose qui est difficile à faire pour lui. Cela dit, en pratique, ça peut avoir sens, comme on en parlera ici dans quelques instants.
Enfin voilà, du coup, on dit bien. C'est que pour moi, un des plus, par exemple, du fatigue single, c'est que notamment, ça pourrait être un indicateur potentiel de progrès qui soit plus précis chez les athlètes qui ont une grande tolérance à la fatigue. C'est-à-dire qu'il y a des athlètes, en fait, s'ils viennent tout frais, ils font leur top 7 et en fait, il va avoir un RPE très bas, mais puis on va leur rajouter 5 kilos et le RPE va tout de suite grimper, tout simplement parce qu'ils sont peut-être pas toujours très habitués à des intensités plus hautes, mais il y a aussi parfois des athlètes qui réagissent mieux sous fatigue. Et en fin de compte, ce sera juste si on regarde la différence, peut-être que les estimations du 1RM seront plus cohérentes s'il y a un fatigue single que si c'est un top 7, si le single est mis en début d'entraînement. Les athlètes chez qui ça peut être le cas. Moi, je sais que personnellement, pour avoir expérimenté sur le sujet, c'est effectivement le cas. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose plutôt voilà, quand je fais je donne un exemple, je fais un single en début d'entraînement, je peux tout à fait sortir un 2,50, 2,60, mais qui va être un RPE 5. Pourtant, mon RM en compétition est autour de 275. C'est vraiment quelque chose sur lequel je dois travailler. Mais par exemple, si je mets ce single après des séries de travail, je sais que tout de suite, je vais plutôt être autour de 2,35, 2,40. Et ça, c'est assez intéressant du coup. C'est de se dire qu'en fait, typiquement, j'ai même 2,45 ou 2,50 dans le pire des cas, mais avec un RPE qui sera plus élevé. Mais c'est assez intéressant de se dire qu'en fait, typiquement, le single, quand il est fait en top 7 chez moi, il y a moins de fatigue, mais il est beaucoup moins cohérent vis-à-vis de mes capacités réelles en compétition. Et ça, du coup, c'est quelque chose qui pour moi fait beaucoup, c'est quand même un avantage. Mais cela dit, ça vient de par la connaissance, l'expérimentation, et ça, je n'ai pas tendance à dire que ce serait un avantage pour tout le monde. Mais en tout cas, selon le profil de l'athlète, dans des cas bien particuliers, ça pourrait vraiment être quelque chose de positif. Pour moi, le gros aspect positif, typiquement pour les athlètes, c'est vraiment que je trouve que le fatigue single a un gros aspect positif sur l'aspect psychologique. Si un athlète est capable de soulever une charge après son travail de volume, entre guillemets, mais souvent ça va se traduire par un boost psychologique et de la confiance en soi. J'ai une athlète justement, ce qu'on a fait, elle me dit je mets les singles, je dis écoute, là on est a priori plutôt dans la off-season, mais un bon moyen que je vois de faire ça, c'est peut-être de ne pas trop prioriser le single, juste de le mettre après ton volume. Ainsi on fait le bread and butter, et puis on met juste un petit peu de pratique de single, et typiquement j'avais le sentiment quand tu es avec cet athlète-là, ça avait permis en tout cas de travailler un peu sur cet aspect psychologique, de se dire, bah, ok, je commence à avoir confiance aussi dans mes capacités à réaliser la charge. Parce que typiquement, l'athlète était capable de faire avec beaucoup avec beaucoup de capacités, notamment en termes de répétition, et encore peut-être un petit peu de manque de maturité, je vais dire, sur le travail des singles. Je veux juste dire qu'en fait, ça devait venir, mais j'avais pas spécialement envie de prioriser les singles en étant, entre guillemets, en période de saison, et du coup, les mettre un petit peu après, c'était bien, et en permettant, ça permet de travailler sur la confiance, et se dire, bah, c'est pas parce que je suis fatigué qu'en fait, je peux pas sortir un gros single. Et ça, c'est plutôt quelque chose de positif. On en est arrivé à faire des fatigues singles, on les a gardées un petit peu comme ça, où finalement, elle a pu égaler son compte max, et si je ne dis pas de bêtises, peut-être même dépasser un petit peu. Mais voilà, ça, c'est vraiment plutôt ouais, non, son training max, mais ça c'est un petit peu plus anecdotique. Enfin voilà, du coup, je pense que sur l'aspect psychologique, une fois qu'on est capable de faire ça à la tête, bah, ok, je sais que quand il arrive en compétition, ça va très bien se passer, j'ai vraiment les ressources pour y arriver. J'ai toussé. Ensuite, comme je l'évoquais, il y a aussi tout ce qui est engagement, le fait que le single vienne après, c'est un peu comme si l'athlète devait mériter son top 7, mais c'est un peu la même chose que sur les ramp-up, et du coup je trouve que ça garde l'athlète un peu plus engagé, et surtout d'essayer de faire passer les séries entre guillemets qui viennent précédemment le plus facilement possible, pour essayer entre guillemets de presque accumuler le moins de fatigue possible. Et en fait pour moi aussi un des autres points, c'est que vraiment on dépriorise le single. Ça veut dire qu'en fait dans les périodes plus éloignées de la compétition, ça nous permet quand même d'intégrer des singles, mais sans que ce soit la priorité. Et du coup, c'est juste de dire, bah, ok, on veut la pratiquer avec le single pour que tu puisses quand même travailler sur la composante, enfin sur l'acquisition des compétences motrices nécessaires à la réalisation des singles, parce qu'en fin de compte, c'est un skill et il faut le développer, mais si on le développe jamais, c'est compliqué. Et ça, du coup, je pense que c'est vraiment un petit plus. Et voilà. Cela dit, encore ici, rien de magique. Je trouve que dans certains contextes, ça en vaut la peine, mais de manière générale, c'est de nouveau pas supérieur à quoi que ce soit d'autre. Donc ça, c'est assez intéressant. Juste se dire, bah, on a des outils supplémentaires en fonction du contexte, en fonction, entre guillemets, des limitations dans lesquelles on fait face, et du contexte dans lequel on est, bah, voilà, on peut. Ici, avec l'athlète, bah, moi, ça m'est juste venu en tête en disant, bah, tiens, il faudrait peut-être des singles parce qu'on a ce manque de pratique et ce manque de maturité, entre guillemets, sur le travail des singles. On est, cela dit, dans un hors-saison, est-ce qu'on va vraiment prioriser les singles? Bah non, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut les mettre un petit peu sur le back burner, les mettre après le travail de volume, et en fin de compte, bah, fatigue single fait sens, et puis on a remarqué que notamment sur l'aspect psychologique, ça fait quand même un effet assez sympathique. Donc
Voilà. Donc ça, c'était vraiment pour ces deux tendances. J'estime qu'en fait, elles sont diabolisées, mais à tort. Je ne comprends pas trop pourquoi, mais voilà. D'un petit côté un petit peu méta-réflexion, il faut savoir qu'en fait, dans l'entraînement, il y a plein de choses qui sont des tendances, mais qui sont à l'heure actuelle couramment intégrées et plus personne ne remet ça en question. Et du coup, je pense que faut pas essayer d'être trop démago et il faut juste essayer de se dire, bah, ok, peut-être que la tendance qui va venir à l'heure actuelle pourrait être une prochaine révolution dans le monde du coaching. Alors, je pense pas que les fatigue singles ou les ramp-up le soient, mais par exemple, si on prend en considération un moment quand Mike Tuchel a popularisé les RPE et le single at 8, bah, en fin de compte, à l'heure actuelle, tout le monde sait ce que c'est et il y a beaucoup de coachs qui les intègrent. Et du coup, ce qui n'était qu'une tendance au début, peut-être, bah, à l'heure actuelle, c'est la base de notre système de modèle d'entraînement. Et du coup, je trouve que c'est pas toujours une bonne chose de vouloir, de vouloir toujours repousser, s'opposer à des tendances. Et ça, pour moi, c'est vraiment important de garder un peu cet esprit ouvert, de garder cette curiosité, tester, de se questionner un peu sur les avantages et sur les inconvénients. Moi, c'est ce que je fais, hein. Si je veux savoir si avant d'utiliser les ramp-up ou d'utiliser les fatigue single, bah, je dresse une petite liste. Ok, est-ce que ça me paraît cohérent vis-à-vis de ma façon de travailler? Est-ce que ça reste cohérent aussi vis-à-vis de ma méthodologie et ce que je cherche à atteindre comme objectif? Si c'est le cas, ah ben, ok, pourquoi pas, je peux essayer. Et puis, je peux essayer qu'un athlète, avec deux, avec trois, voir ça fonctionne pas, on s'en débarrasse. Ça va? C'est pas du tout un problème. Euh, mais je vais parler d'un petit exemple un peu plus personnel où moi j'ai eu un peu de mal avec une tendance, hein. C'était par exemple, je n'étais pas un très grand fan des singles intégrés trop régulièrement à l'entraînement. Et en fait, particulièrement le sacro-saint single en subset à l'année qui est tout le temps fait. J'estime qu'en fait, je ne sais pas pourquoi une série de 1 à RPE 7 à 8 est supérieure à une série de 2, 3, 5 au même RPE. Surtout si on est loin de la compétition. Je ne voyais pas trop un petit peu l'intérêt. J'avais aussi un petit peu peur, ça c'est plutôt personnellement, mais que l'athlète ait envie de pousser le single mais beaucoup trop tôt et trop fort. Et en pratique, c'est des choses que j'ai pu observer avec des athlètes peut-être parfois un peu plus jeunes, un peu moins expérimentés, mais très souvent c'est des choses que j'ai pu observer et du coup pas trop l'envie de faire en sorte que l'athlète ait toujours cette envie de les pousser et surtout bah, qu'ils comprennent pas toujours en fait quelle était la priorité selon le bloc malgré les explications qu'on pouvait lui donner. J'avais aussi cette impression que s'il est performé trop régulièrement, il pouvait entraîner une certaine monotonie et entraîner un désengagement aussi, une certaine forme de désengagement par la suite, puisqu'en fait l'entraînement est trop répétitif. Ça, c'est quelque chose que je prenais en considération. Et surtout, ça fitait pas trop avec ma philosophie qui était un peu plus généraliste et plus, je vais dire, long-termiste. Du coup, c'était fort spécifique. Est-ce qu'on peut pas garder ça pour plus tard dans le développement d'un athlète? Et en fait, sachant tout ça, j'avais mes raisons de ne pas l'utiliser. J'aurais pu très bien rester sur mes acquis et me dire, bah, je refuse d'y avoir recours et je m'enferme un petit peu dans mes billets. Mais j'ai testé ça à différentes sources. Et j'ai trouvé de très bonnes manières d'intégrer ça qui ne vont pas en contradiction avec ma volonté d'être un peu plus généraliste pour les athlètes qui ont moins d'expérience et d'avoir cette pensée à long terme. Du coup, pour moi, des choses qui ont permis de le faire, c'est par exemple des cluster sets et du coup, en fait, par exemple, des clusters singles. Et du coup, toutes les 45-60 secondes, repartir avec des singles, notamment sur le deadlift, pour travailler aussi sur pas mal de choses. C'était vraiment assez intéressant. Aussi travailler avec des multiples singles, que ce soit des singles multiples. Et du coup, pour habituer un petit peu l'athlète, faire une séance qui soit dédiée à la réalisation de plusieurs singles, par exemple. Top 7 singles aussi, mais avec différents RPE. Et typiquement, comme je disais plus tôt, j'ai un peu biaisé dernièrement ma pratique dans le coaching via l'utilisation de RPE plus bas, notamment pour les dernières études qui sont sorties et même de ma pratique personnelle, que ce soit personnellement sur moi et vis-à-vis de mes athlètes, j'arrive quand même à voir qu'on peut obtenir de très bons résultats aussi avec des RPE plus bas. Et il y a juste, je trouve que c'est d'ailleurs parfois très engageant pour l'athlète. C'est juste d'ailleurs très motivant. C'est un RPE 4, mais c'est quoi un RPE 4 ou 5? Mais il doit vraiment le bouger, essayer de le faire voler. Et du coup, il se concentre vraiment sur une exécution, sur le fait d'avoir des sensations. Mais ça me paraît super léger, je trouve que ça les met en confiance. Et très souvent, ça crée un peu d'inertie sur la suite du bloc. Mais enfin voilà, tout ça pour dire qu'en fait, le single, j'aurais pu juste dire non, c'est de la connerie, je veux pas, ça sert à rien. Mais j'ai trouvé un moyen d'essayer peut-être un petit peu de l'intégrer, de l'adapter à ma sauce. Et ça, je pense que c'est vraiment essayer de garder un peu cette flexibilité d'expérimenter qui est le plus important et c'est ce qu'il faut en retenir. Alors, il suffit juste d'adapter en fait l'outil pour qu'il se conforme à la philosophie de programmation et de coaching qu'on a, plutôt que de le réfuter. Et oui, hein, j'ai jamais trop voulu utiliser les singles en dehors des périodes de compétition et maintenant je me retrouve des athlètes, j'ai pas de souci de les intégrer quand on est déjà
2, 3, 4 mois plus avant, juste parce qu'en fait, c'est des athlètes qui ont juste besoin de cette pratique-là. Alors que pour d'autres, c'est pas du tout le cas. Et puis, on est vraiment dans cette optique vraiment développement à long terme. On dit, bah, écoute, c'est peut-être pas nécessaire pour le moment de mettre des singles, on peut regarder ça pour plus tard. En attendant, tu vas en compétition, maximise peut-être pas au mieux tes résultats, mais sache que tu as encore une carrière de 10 ans qui t'attend devant toi. Enfin, moi, c'est l'objectif, mais c'est une discussion aussi à avoir avec l'athlète. Donc voilà. Du coup, moi, j'utilise plus régulièrement des RPE plus bas pour intégrer ces singles ou des pourcentages parfois, où je mets un pourcentage fixe, où c'est juste un petit peu de pratique. Petit tout. Et alors, du coup, je disais que j'utilisais des pourcentages fixes, mais juste pour pallier au fait que parfois les athlètes aient envie de trop pousser. J'explique bien, c'est un single de pratique. L'idée est de juste avoir une pratique et des intensités à plus élevées, d'avoir un peu un travail technique, mais l'idée n'est vraiment pas de le pousser, et donc ça reste souvent parfois très statique ou avec des bas RPE, et c'est juste, ça restreint l'athlète de le pousser plus que nécessaire. Donc voilà. Les séries singles avec des temps de repos courts, moi je les aime beaucoup, un peu comme je disais avec les clusters singles ou ce genre de choses. L'idée est d'avoir aussi des jours secondaires ou tertiaires, où en fait on pourrait juste avoir des singles ou des low reps, et juste pour primer le jour, pour juste primer pour le jour primaire, juste préparer pour mieux performer par la suite, avec une exposition qui est en charge absolue relativement élevée, mais avec une densité relative faible avec des RPE plus bas. Enfin voilà, du coup pour moi c'est très intéressant, et en fait ça permet de garder un stimulus élevé, pour garder une accoutumance à soulever des charges absolues qui est en tout cas meilleure. Ça peut être motivant pour l'athlète, mais voilà, en fonction de la proximité à la compétition, j'hésite vraiment pas à remplacer le single par un doublé, voire un triplé. Et puis en fin de compte, il faut savoir que c'est pas quelque chose que j'utilise avec tous mes athlètes, j'individualise, et ça c'est le plus important, c'est j'individualise, et si je pense que ça peut résoudre un problème auquel on fait face, je peux y avoir recours. Mais en autre temps, s'il ne répond à rien, à aucune problématique, je ne suis pas forcément obligé d'utiliser. On peut juste le mettre selon les préférences de l'athlète ou ses besoins. Donc voilà. Donc c'est vraiment le message que je veux faire passer ici, c'est qu'en fait, ça ne sert à rien de diaboliser les tendances. Moi, je préfère toujours par peser le pour et le contre afin de déterminer si ça vaut la peine d'être testé et d'être intégré dans ma philosophie de coaching. Si mes athlètes me demandent pourquoi je n'intègre pas la dernière tendance d'entraînement, je leur explique que c'est un outil, mais comme chaque outil, il y a un contexte dans lequel l'utiliser. Et selon mon analyse de la situation, ce n'est pas nécessaire, utile, voire pertinent pour le moment. Mais ça ne veut pas dire que plus tard, on n'ira pas recours ou on ne pourra pas essayer. Et du coup, c'est juste une discussion que moi j'ai la plupart du temps avec mes athlètes. Et du coup, pour moi, avant tout, ça passe par le dialogue, par le fait de lui expliquer et de communiquer sur quel est l'intérêt, selon moi. Et voilà. Et parfois, on se rend compte que l'athlète ou qu'un autre coach a une vision un peu différente de la nôtre. Et c'est justement ce dialogue ou le fait d'être curieux vis-à-vis de ces tendances qui nous permet de dire, bon, peut-être que j'ai pas tout à fait compris l'outil tel qu'il était utilisé pour, ou alors malgré l'outil, je vois ses limitations, mais ah tiens, ça, je n'y avais pas pensé, et du coup, peut-être que, tiens, ça me donne une idée sur comment je pourrais l'intégrer par la suite. Et du coup, ça, c'est pour moi très important. Et ça, je trouve que c'est là où ces coachs-là qui ont eu cet avis très clivant, disant, en fait, vous avez rien compris, tant qu'il y a de l'effort et de l'intention, le reste, on s'en fout. Enfin voilà, comme je l'ai dit, pour moi, c'est des moyens aussi d'augmenter l'adhérence. Et tout ce que j'essaie de faire vis-à-vis de ce dialogue ici, et si on devait ne retenir qu'un message, c'est éviter de jeter le bébé avec l'eau du bain. Et par extension, éviter aussi d'infantiliser, de rabaisser les coachs et athlètes qui souhaitent avoir recours à des tendances, simplement parce que vous avez fait un choix différent. Ça, pour moi, c'est vraiment le message à faire passer, parce que ce qui se passe très souvent, c'est qu'en fait, si les gens ont un avis différent, c'est peut-être qu'ils ont vu autre chose que vous n'avez pas vu. Et donc, plutôt que de dire, bah tiens, c'est de la connerie, c'est du bullshit, ça sert à rien, ok, mais soyez curieux. Alors après, vous pouvez toujours faire le choix de, malgré le fait que vous ayez pris la peine de vous intéresser à telle ou telle méthode, dire, bah ok, moi, selon mon système de coaching, ça ne correspond pas, ou je ne pense pas que tu en aies besoin. À ce moment-là, on ouvre un dialogue, mais on n'est pas catégorique. On nuance et on explique juste de dire, bah ok, selon le contexte, je pense pas que ce soit le meilleur outil. Ça va? Et plutôt que de voir ça comme une tendance, je pense qu'il faut vraiment voir ça comme un outil. L'avantage de voir ça comme un outil, c'est que ça nous laisse la liberté de décider d'utiliser ou non. Quand je veux enfoncer un clou, je vais pas chercher une tronçonneuse, je prends un marteau. Et du coup, on adapte l'outil au contexte dans lequel se situe l'athlète et selon nos méthodes d'entraînement.
Considérer qu'un outil est mauvais juste parce qu'il est à la mode, c'est faire preuve d'un certain manque d'ouverture d'esprit, je dirais. Ça veut dire qu'on s'enferme dans ses billets de confirmation, dissonance cognitive. Et ça, c'est pas positif, ni pour soi, ni pour le coaché, ni pour le monde du coaching de manière générale. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important et à prendre en considération. Euh, Quand beaucoup d'autres athlètes et coachs rencontrent du succès, je pense que on peut tenter d'apprendre de ces personnes-là. Alors, on sait que tout n'est pas bon dans ce genre de cas, on le sait, mais commencer par garder un esprit ouvert et critique, ce qui va nous permettre de faire un petit peu la distinction entre le bullshit et ce qui peut être utile, sans s'enfermer dans ses propres biais, permet très très souvent d'apprendre, de résoudre des problèmes et surtout de se faciliter la vie en tant que coach. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Voilà, euh, ça c'était vraiment pour l'aspect tendance. Les tendances en programmation, du coup, pour moi, plutôt quelque chose de positif que de négatif, mais forcément à contextualiser et à nuancer beaucoup plus que de juste se dire non, c'est négatif, ça permet à l'athlète de se concentrer sur d'autres choses qui ne sont pas importantes. Ben, en fait, non. Notre rôle en tant que coach, c'est de faire en sorte que la personne ait de l'adhérence. Et si une personne me dit je veux faire ça, je vais essayer de comprendre pourquoi. Déjà, qu'est-ce qui la motive? Ok, on va essayer de se dire ok, comment est-ce que je peux mettre ça en place pour répondre à ses besoins et ses envies aussi la plupart du temps. Après, parfois, les besoins et les envies, ce sont deux choses différentes. Ça, c'est encore une discussion avec un coach, avec les coachés. Mais voilà, d'autres discussions pour un autre jour. En attendant, je pense qu'on va passer sur la FAQ et je vais du coup répondre aux différentes questions qui m'ont été posées lors de ma petite session de questions-réponses sur Instagram. Alors, première question, la question de Nathan, et qui me demandait si je pense qu'il est possible en fait qu'une salle de sport de type powerlifting à l'américaine puisse exister et soit viable en Belgique. Première réponse, oui. Je ne dirais trop rien, mais je sais qu'il y a peut-être des projets, enfin moi en tout cas ça fait partie aussi un peu de mes projets, alors par l'avenir je sais qu'il y a probablement d'autres personnes qui ont envie de faire ce genre de choses et j'ai déjà entendu des gens qui m'en ont parlé, mais voilà, Euh, sur le fait qu'on voulait développer des grosses salles de powerlifting, voire parfois que ce soit avec de l'haltéro, du strongman, du bodybuilding, et je pense qu'il y a de plus en plus d'exemples de réussite de ce côté-là. On peut aller en Flandre, on voit qu'il y a uplifting qui est vraiment orienté sport de force, mais avec ces petites quand même parties bodybuilding. Je pense que ça fonctionne et c'est un très bon exemple. Puis on se retrouve avec Atlas aussi, qui je pense en Flandre fait Atlas Gym fait aussi du très bon boulot. On n'y est pas encore, je pense, en Wallonie, sur Bruxelles. Pour le moment, je sais qu'il n'y a rien qui existe, peut-être un jour. Mais en tout cas, en Wallonie, il n'y a absolument rien. Et pour moi, le gros frein, en fait, au fait que ces salles existent, c'est le fait que la plupart des gens sont pas prêts à payer des abonnements à, je veux dire, 60, 70, 80 euros par mois. On sait qu'à l'heure actuelle, malheureusement, équiper une salle de powerlifting, ça coûte cher et vilain. De bonnes machines de bodybuilding, un leg extension prime, on est déjà sur 5000 euros. On n'est pas sur un leg extension matrix à 1500 euros. Donc voilà, c'est aussi des choses qu'il faut prendre en considération, c'est le prix de l'abonnement. Et à l'heure actuelle, malheureusement, les gens ont très peu envie de payer ce prix-là. Euh, Pourquoi? Parce que Basic Fit, la concurrence est beaucoup moins chère. Après, je pense aussi que si les salles de powerlifting faisaient un petit effort de manière générale et souhaitaient développer beaucoup plus le service, par exemple, je vois des salles qui à l'heure actuelle on va demander 40, 5, 50, 60 euros. Et je pense que c'est un bon prix pour une salle de powerlifting. Il faut s'assurer, mais est-ce que l'équipement est calibré? Enfin, en fait, c'est ça aussi, c'est voir un peu quels sont les specs, qu'est-ce qu'on attend de ces salles-là. Et je pense que oui, c'est viable, il faut juste que les gens soient prêts à payer le prix que ça vaut. Donc pour moi, je vais dire au minimum 60 euros et on peut dire 70, 80 euros. Pour moi, c'est vraiment des trucs c'est le prix que ça vaudrait. Mais alors, on va avoir accès à des machines de bodybuilding et ce genre de choses, mais il faut aussi un volume suffisant. Est-ce que la demande est là? Je pense qu'elle est là. Je pense qu'il faudrait que ce soit des endroits qui soient bien localisés. Le problème, c'est que si on parle d'une bonne localisation, aussi souvent parfois des loyers un peu plus élevés. Donc ça pourrait aussi contribuer à augmenter les coûts, mais je pense que c'est tout à fait viable. Je pense que le powerlifting est en plein essor. On devrait être en mesure d'ouvrir ces salles-là. Je pense que d'ici 2, 3, 4 ans, ça commencera à devenir un petit peu une norme. Et voilà. Alors, si j'avais un avis pour ce genre de salle, ce serait de pas forcément se limiter juste au powerlifting, mais c'est de pouvoir attirer un peu plus de niches. Et je pense que par exemple, que ce soit du bodybuilding ou un peu de fitness ou un espace CrossFit, ce sont vraiment des choses qui vont permettre d'attirer du monde et de faire en sorte qu'il y ait aussi un peu le volume nécessaire que pour permettre à la salle de subvenir. Donc ça, pour moi, c'est voilà, je pense que c'est viable. Je pense qu'il faut juste revoir un peu le modèle économique. Il faut que les gens soient prêts à payer. On sait que le powerlifting est un sport qui coûte très peu cher. Ça dit, si on met en place un coaching, ça peut vite devenir cher. Euh,
l'accès à la salle, mais en attendant, ça reste peu cher par rapport à d'autres sports. Et du coup, moi voilà, moi quand je faisais de l'équitation, c'était autre chose niveau budget et voilà. Pourtant, les gens se plaignent parfois qu'un coaching, ça coûte cher, mais quand moi je payais, on était sur du 40 ou 50 euros l'heure de cours particulier ou ce genre de choses, bah, voilà. Ce sont des choses, et une fois toutes les semaines, plus les cours à gauche, à droite, plus la demi-pension du cheval, plus les trajets, le van, plus, enfin voilà, parfois des locations de pistes ou ce genre de choses. Voilà, on était sur plus cher, et puis il fallait nourrir l'animal, enfin l'entretien, le vétérinaire, tu sur un coût qui était quand même bien, bien, bien plus élevé. Mais voilà, juste, je pense que c'est juste à l'heure actuelle, les gens ne sont pas encore prêts à payer ça, mais on y viendra. Je sais qu'il y a quelques années, payer 40 euros pour du coaching à distance, les gens ne l'auraient pas fait. Et pourtant, maintenant, on sait qu'il y a des gens qui font payer des tarifs beaucoup plus élevés, hein, qui sont de l'ordre de 4 ou 5 fois cela. Et ça pose de moins en moins de problèmes. Je pense qu'on va y arriver. On n'est peut-être pas encore là au jour d'aujourd'hui, mais prochainement, elles seront très viables. Du coup, voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Ensuite, question d'Andrea. Alors, qu'est-ce que tu penses du préjugé qui dit que le power égale zéro diète alors qu'en muscu et body égale diète? Je pense que globalement, c'est parce que les gens. Enfin, je pense que le powerlifting à l'heure actuelle est un peu plus mainstream. En tout cas, le powerlifting pour la population générale, tout le monde peut se lancer dans le powerlifting, ça fait un peu moins peur. Alors qu'on voit qu'on a vraiment cet aspect plutôt muscu et body, on va vraiment voir les gens, en tout cas ceux qui ont une diète, les gens qui sont plutôt hardcore. Donc les gens qui vont vraiment faire le sport pour dire du sport, qui vivent, qui vont vraiment ce mode de vie-là et ce genre de choses. Et je pense que c'est juste un petit peu dans l'état d'esprit et dans l'approche qu'on a. On voit de moins en moins de gens qui se dirigent vers le body. Euh, Par contre, ceux qui le font toujours avec une rigueur qui leur est propre, alors que le power, les gens se disent, bah en fait, je peux avoir moins de rigueur, je dois pas être sec forcément, c'est pas de façon la meilleure façon de performer, enfin, sauf dans certaines catégories de poids, hein, bien évidemment, les 59, 66, 74, je pense qu'on devrait être relativement sec. Si c'est pas le cas, il y a peut-être un souci à se faire. Bon, en tout cas, des leviers à tirer pour maximiser et optimiser la performance. Mais je pense que c'est un préjugé qui est en partie. Enfin voilà, c'est juste quand on voit les powerlifters à 140, 150 kilos, bah, on les voit plus gras et on se dit bah, on peut manger n'importe quoi, mais je pense que ce n'est pas du tout le cas. Je pense qu'une bonne alimentation, ça va vraiment être nécessaire pour performer au plus haut niveau. Si vous souhaitez atteindre le meilleur niveau possible en powerlifting, bah, commencez par bien manger et surtout de gérer votre diète vraiment nickel. Parce qu'en fait, si vous voulez atteindre le meilleur niveau, que ce soit en body, en musculation, ben vous devrez le faire, et en fait, dans la plupart des autres sports. Et je pense que c'est ce qui parfois retient certains athlètes de performer au plus haut niveau. J'ai des athlètes qui se plaignaient de douleurs, qui se plaignaient de pas mal de choses, qui disent oui, je prends tel supplément. Oui, mais combien de grammes de protéines tu manges par jour? Bah 100 grammes. Ouais, mais t'as déjà essayé d'en consommer 130, 140 grammes. Moi, j'ai remarqué typiquement que ma récupération est bien meilleure à partir du moment où je consomme une plus grande quantité de protéines. Alors oui, pour maximiser mes progrès, j'ai pas besoin de 200 grammes de protéines. Ok, mais pour maximiser ma récupération, c'est le cas. Ah, 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 ah. Donc voilà, c'est différentes choses et je pense que c'est des leviers à tirer à un moment ou à un autre. Alors je pense que dans un premier temps, si les gens se lancent dans le powerlifting, c'est bien, pas forcément leur mettre trop de stress vis-à-vis de la diète, mais si vous souhaitez atteindre le meilleur niveau, si vous souhaitez atteindre, être parmi, je veux dire, le top 5 de votre pays ou aller dans l'international, il faut faire attention à l'alimentation. Il faut, ça veut dire manger suffisamment, manger suffisamment de repas, enfin, ou en tout cas, suffisamment de repas et en quantité. Ça veut dire consommer suffisamment de protéines, faire attention quand même à sa santé, parce que l'alimentation va vous permettre de tirer pas mal de levier au niveau de l'amélioration de votre santé. Et ça, pour moi, c'est super important, hein. Donc voilà, c'est juste, je pense, un préjugé, mais ça vient probablement d'une mauvaise compréhension et potentiellement d'un mauvais encadrement aussi de la part de coachs ou de professionnels dans le milieu. Et je pense que typiquement, on peut vraiment améliorer la diète. Alors, tous les athlètes n'ont pas la volonté ou la prétention de vouloir concourir au plus haut niveau, et pour cela, c'est pas forcément un problème si ils ne maximisent pas forcément leur diète. Ça dépend vraiment pour moi ça dépend vraiment pour moi des ambitions de l'athlète. Ça va. Mais du coup, je pense que c'est un préjugé qui est un peu la vie dure, mais qui se base pas sur quoi que ce soit de vrai. Voilà, j'espère que ça répond aussi à ta question. Alors, question de Faris, comment combiner une sèche avec le power? Alors, la première chose, c'est que moi, je commencerai par me faire encadrer, idéalement par un diététicien ou nutritionniste qui connaît le sport du powerlifting. Et si tu peux te le permettre, aussi un coach. Ça aussi, c'est deux choses. Enfin voilà, se faire bien encadrer, que ce soit sur l'aspect diète et sur l'aspect aussi entraînement, ça soulage en grande partie et la plupart du temps, euh, ça va te retirer tout le thinking. Ça va. Certains coachs proposent parfois les deux, mais ils sont rares et
je ne saurais pas dire s'ils sont vraiment doués dans les deux. Certains le sont. J'ai pas beaucoup d'exemples en tête, mais vaut mieux quelqu'un dont c'est vraiment purement le job. Et voilà, ça va. Ici, l'idée vraiment, il faut que tu le saches, c'est vraiment de réduire au maximum ta demande cognitive, la demande cognitive que tu auras à fournir et pour te permettre de te concentrer sur le suivi du plan, que ce soit sur le plan alimentaire ou le plan d'entraînement. Cela dit, ça c'est vraiment sur l'aspect, je, je délègue la réponse à d'autres confrères. Mais si je devais te donner quelques conseils et quelques principes de base à respecter, ce serait vraiment, et pour moi le plus important, c'est d'avoir un déficit calorique. C'est vraiment le principe à respecter en nutrition. Si tu veux perdre du poids, tu dois consommer moins de calories que ce que tu dépenses. C'est vrai, donc ça c'est vraiment, et la première façon de vérifier ça, c'est la plupart du temps, on compte tes macros, et voilà. Ensuite, pour moi, si tu veux vraiment limiter la perte de masse musculaire, c'est consommer beaucoup de protéines. Enfin, quand je dis beaucoup, il faut savoir qu'un apport important en protéines en cas de cut va permettre de limiter la quantité, va permettre de limiter la perte de masse musculaire. Alors, on sait que c'est selon les dernières études, les dernières recommandations, on sait qu'un apport de 1,5 à 1,6 g de protéines est suffisant pour maximiser l'hypertrophie. Mais on sait aussi que certains auteurs, tels que Schoenfeld et Aragon, dans une revue qu'ils ont faite en 2018, ils recommandaient, lorsqu'on était en période de cut ou en période de sèche ou juste de perte de poids, de ne pas hésiter à augmenter l'apport en protéines. Pourquoi? En fait, juste simplement, s'il y a plus de protéines, on va potentiellement limiter d'autant plus la perte de masse musculaire. Et du coup, ici, eux recommandaient de même monter jusqu'à 2 grammes à 2,2 grammes. Ça va? Donc pour moi, c'était vraiment, ça c'est vraiment quelque chose qui va aider aussi. Ensuite, pour moi, ce serait de consommer un maximum de tes glucides de la journée en péri-entraînement, donc avant et après. Avant pour te permettre d'avoir une bonne performance et après pour faciliter la récupération aussi, c'est-à-dire qu'en début de journée, tu n'es pas forcément obligé de consommer des glucides. Ça va. Ensuite, c'est accepter que tes performances vont probablement prendre un hit en fait de cette perte de poids. Dire bah ok, tu pourrais perdre un petit peu. C'est pas toujours le cas, ça dépend de ton niveau d'expérience, mais plus tu seras expérimenté, plus il est probable que ta performance se retrouve négativement impactée. Il faudra t'accrocher aussi parce que ça peut être difficile. Alors, ça dépend aussi de la quantité de masse que tu souhaites perdre, le poids que tu souhaites perdre, mais très souvent, ce ne sont pas les moments les plus chouettes selon les athlètes avec lesquels, en tout cas, ceux que j'ai entendus qui le faisaient. Un truc qui peut être une bonne idée, et ça, voilà, certains, je suis curieux de savoir s'il y a des nutritionnistes ou des diététiciens ce qu'ils en pensent, d'augmenter la fréquence des repas. Pour certains, ça peut être une bonne idée plutôt d'avoir 3 gros repas, mais d'avoir plus de repas. C'était aussi une des recommandations qu'avait fait Schoenfeld et Aragon, je pense, en 2018 dans leur article. Mais voilà. Un truc que moi je ferais aussi, c'est privilégier les aliments à faible densité calorique, donc les légumes, les pommes de terre, en fait, ces aliments qui ont quand même pas mal de volume, mais qui conservent peu de calories, parce qu'en fait, tu vas pouvoir en manger de plus grandes quantités, et surtout, ils vont remplir ton estomac, ce qui donnera plus cette sensation de satiété, et donc ça permet de plus facilement lutter contre la faim. Et enfin, moi, ce qui est pour moi très important, mais qui est aussi, que j'aurais peut-être pu mettre au début, c'est avoir un plan. C'est déterminer une durée de ta perte de poids. Si tu as de nombreux mois qui t'attendent, vu la quantité de poids, c'est aussi déterminer un rythme de perte de poids qui sera idéal. Je pense que dernièrement, on parlait d'1%, 1% et demi, peut-être 2 si des athlètes avec énormément de gras, mais ça, je préférais laisser un nutritionniste ou quelqu'un qui s'y connaît un peu plus te guider là-dedans. Et en fonction de la durée de cette diète, c'est vraiment de prévoir éventuellement ce qu'on appelle des diet breaks, des périodes de maintenance, et pour juste t'aider à maintenir une adhérence élevée, faire en sorte qu'il n'y ait pas forcément de reperte de poids par la suite. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir un peu de yo-yo dieting, mais surtout, c'est pour faire en sorte que ce soit aussi moins difficile. Et voilà, ça, c'était un petit peu mes conseils. Mais du coup, n'hésite pas à contacter, quelqu'un. Si tu as besoin que je te réfère, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram et on verra chez qui on peut te renvoyer. Alors, question de Antoine, quel projet pour 2024? Alors, très simplement, augmenter le roster d'athlètes avec lesquels je participe, proposer plus de services, comme un service ici que j'ai lancé, mon service de consultation en Rehab Injury Management. Alors, participer avec des partenariats, des collaborations avec d'autres personnes connues dans le milieu. Ça, pour moi, ce serait un plus. Alors, toujours contribuer ici dans les projets qui sont un peu plus concrets, je vais contribuer à la digitalisation de la formation moniteur sportif éducateur en haltérophilie et powerlifting.
Je vais aussi continuer de me former. Je vais plancher un peu sur la politique du sport de haut niveau pour notre fédération sportive. Voyager, concourir à 2 ou 3 reprises, j'espère aussi. Et voilà. Et puis sur les plans un peu plus personnels, continuer à m'épanouir dans ma vie de couple et à être, je l'espère, le meilleur coach, la meilleure personne, le meilleur compagnon que je puisse espérer. Et du coup, continuer de bosser sur moi-même. Ensuite, question de Pierre. Je me fais mal au dos, mais dès que je reprends le deadlift. Un médecin du sport m'a dit que je devais arrêter. Est-ce qu'il a raison? Alors là-dessus, je t'invite à aller voir une des dernières vidéos que les Chroniques de la douleur a fait. Euh, et il parlait justement en fait du fait que dans certains cas, la lombalgie peut être traitée avec des exercices de powerlifting. Il y a différentes études. Moi, j'avais vu une étude, je pense qu'elle date un petit peu, sur l'exposition gradée. Et notamment, ce qu'ils avaient fait, c'était des gens qui avaient des lombalgies et ils avaient progressivement réintégré en fait des mouvements de deadlift. Alors, je pense pas que ton médecin ait forcément raison, je pense pas qu'il ait forcément tort non plus, mais le fait est, c'est que lui, il s'occupe souvent des pathologies sportives et je t'encourage à aller probablement à parler à un kiné, à quelqu'un de compétent dans le milieu. Euh, et voilà, donc pour moi ici, ce qui va vraiment être primordial, c'est de se dire, j'aimerais bien regarder ton programme d'entraînement, j'aimerais bien savoir un peu comment tu reprends chaque fois le deadlift, est-ce qu'il y a des possibilités d'amélioration au niveau technique, est-ce qu'il y a des possibilités d'adaptation au niveau de la charge d'entraînement ou ou de l'exécution de l'exercice qui te permettrait de pouvoir te réentraîner sans forcément te refaire mal à chaque fois. Ça va. Pour moi, des petites choses que j'aime bien et des choses que moi j'ai déjà mis en place, c'est par exemple à ce moment-là du block pull, donc réduire l'amplitude de mouvement, réduire la charge aussi. Tu n'es pas obligé de commencer, si tu es capable de soulever 180 kg, en recommençant à soulever 140 kg, tu peux commencer avec 60. Juste construire, augmenter les capacités physiques à soulever la charge et construire un petit peu de capacité au niveau des tissus pour supporter. Très souvent, ce qui se passe quand on se blesse, c'est pas que le mouvement est mal fait ou que le mouvement est mauvais, c'est surtout qu'on dépasse les capacités de tolérance des tissus. Et ça, pour moi, du coup, la technique, l'impact et le mouvement en fait que tu vas faire ne va pas avoir un impact négatif sur ton articulation, sur ton disque, sur quoi que ce soit. C'est juste qu'en fait, les tissus que tu vas stresser via ce mouvement, via cette technique, ne sont pas prêts à supporter ce stress. Et ce qu'il faut, c'est augmenter leur capacité à le faire. Et du coup, ça veut dire quoi? Peut-être dire retirer le deadlift pendant un certain temps et peut-être juste mettre à nouveau un petit peu de hinge et peut-être travailler avec des haltères, travailler à la machine, travailler sur un banc à extension lombaire et juste commencer par augmenter la capacité des tissus à supporter cette charge. Ça va? Donc ça, c'est pour moi quelque chose d'important. C'est difficile de donner plus de conseils. Je t'encourage à aller consulter quelqu'un qui s'y connaît. Si tu as des petites questions, bah, écoute, n'hésite pas, on pourra en parler. Et voilà, ici je reste générique, mais sans voir ton programme d'entraînement, sans en savoir plus sur les contextes. Après, il y a aussi des choses, et là-dessus, je pense que le médecin, il faut voir ce qu'il t'a dit. Est-ce qu'il a éliminé des red flags? Est-ce que, par exemple, tu avais la présence de drapeaux rouges qui sont très souvent en fait des signes de gravité, par exemple pour une lombalgie. Et du coup, dans ce cas-là, ben, ça peut être une bonne idée pendant un certain temps, si tu veux mon avis, de pas forcément faire du deadlift et d'abord s'occuper en fait de la condition médicale qui est un peu plus pressante, urgente. Ça va? Et du coup, ça c'est, ben voilà, ça c'est à prendre en considération. Il faut discuter avec un professionnel de la santé. Il faut voir un petit peu, on nuance, on adapte. Et parfois, il faut aussi savoir que ce que certains médecins font, c'est juste la politique du parapluie. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ce qu'ils essayent, c'est de se protéger. En fait, en disant de ne plus faire de deadlift, bah, si tu fais du deadlift et que tu te blesses, mais qu'il t'a dit oui, vous pouvez continuer de faire du deadlift et que tu te blesses, et dire merde, mon médecin m'a dit que je peux faire un truc et je me blesse de sa faute. Il veut aussi juste se mettre à l'abri et c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez les médecins, ne pas prendre trop de risques. Il faut pas t'en faire, c'est pas quelque chose, c'est pas contre toi, c'est pas contre le deadlift, mais ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a aussi parfois une mauvaise connaissance des mouvements de musculation et il y a parfois certaines idées, des préconceptions avec des idées un peu négatives. Tiens, le deadlift c'est mauvais pour le dos et voilà. Du coup, ça c'est des petits trucs qui font que je pense que pour lesquels ton médecin n'a pas forcément raison, bien que je peux pas lui donner entièrement tort, je ne peux pas lui donner entièrement tort, puisqu'en fait je n'ai pas réalisé d'examen physique ou je n'ai pas réalisé d'anamnèse avec toi, alors que lui, oui. Donc voilà, ça, j'espère que ça nuance un petit peu, et voilà. Alors, j'espère que ça répond à ta question et que du coup tu y vois plus clair, mais je comprends que ça amène aussi un peu d'incertitude, mais en cas de doute, n'hésite pas à contacter quelqu'un avec qui tu peux en discuter. Ça va? Si tu as déjà un coach, bah, moi, je sais que je propose des services de consultation et je serais ravi de discuter avec un coach, par exemple, si ça peut t'aider. Euh, ça, c'était vraiment la question de Pierre. Je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure. Pardon.
Mais du coup, ça, c'est une question de Pierre. Et du coup, ici, on a une question de Julien. Est-ce que le travail d'un sticking point peut nous aider à progresser? Est-ce suffisant pour détecter une faiblesse? Alors, j'adore cette question et elle est complexe. Elle n'est pas forcément simple et elle va nécessiter un petit peu de travail et de recherche de mon côté. Alors déjà, pour que tout le monde soit à la page, qu'est-ce que c'est qu'un sticking point? On va définir ça. C'est la position lors d'un soulevé, du coup d'un lift, où la difficulté du lift augmente de manière disproportionnée. Ça va, c'est juste la période dans laquelle en fait c'est super dur de passer à travers cette position du lift. C'est super difficile de passer à travers où ça ralentit souvent énormément. Et c'est souvent dans cette position que les lifts sont ratés. Ça va. Alors, il faut savoir que dans la littérature, il y avait plein de choses, et ici, je me suis basé sur une revue pour essayer de déterminer un petit peu cette définition. Alors, pas une définition littérale, elle vient de l'anglais, et puis je trouvais qu'elle n'était peut-être pas assez parlante. Pour répondre à la question, est-ce que le travail d'un sticking point peut nous aider à progresser? Est-ce suffisant pour éviter une faiblesse? Alors, moi, je vais répondre à la question par mon expérience personnelle, et puis je développerai un petit peu via un petit peu la littérature. C'est d'expérience, j'aurais tendance à dire que non. Et je dis cela car ce fut un temps où je le pensais vraiment. Et ainsi, si je ratais un bench en bas du mouvement, je pensais que c'était dû à une faiblesse des pecs. Si je ratais un deadlift en haut, c'était lié à mes fessiers qui n'étaient pas assez forts. Et je trouve que ce sont des idées qui ont été beaucoup popularisées par Juggernaut Training System, en tout cas à l'époque. Et l'idée était qu'elle travaille d'un point faible, va modifier le sticking point. Et j'aurais tendance à dire que dans un monde parfait, c'est peut-être le cas, mais c'est très réducteur. En pratique, j'ai rarement vu que c'était le cas. Et voilà. Je réexpliquerai un peu plus tard, mais je remarque que c'est pas le cas et je nuancerai, j'expliquerai un petit peu pourquoi avec un peu plus d'expérience personnelle, mais je mettrai ça en lien avec du coup une revue qui s'est intéressée à ce sujet-là. Et l'étude, en fait, elle s'est vraiment intéressée à l'intérêt pratique de comprendre le sticking point. Et cette étude intitulée Understanding and Overcoming the Sticking Point in Resistance Exercise, qui a été réalisée par Kampf et Arand-Jelovic. Je ne sais pas si je le prononce bien du tout. Je mettrai de toute façon pour les différentes études que j'ai citées, je les mettrai dans la description de la vidéo. Il rapporte plusieurs informations intéressantes. La première étant qu'il n'y a pas de définition commune, il n'y a pas de consensus sur la définition de ce que c'est vraiment un sticking point, et que par conséquent, il n'y a pas vraiment de critères quantitatifs qui permettent de l'identifier et de le définir précisément. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde un lift, on ne peut pas dire, tiens, là, il y a un sticking point. En tout cas, dans la littérature scientifique. Alors, si on ne sait pas identifier de manière quantitative, se dire, bah tiens, quand on observe, il y a plein de gens qui ont pris plein de mesures, soit des mesures électromyographiques, de vitesse de la barre, de déplacement de la barre. Il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de cadre commun. Ben en fait, si pour moi, on n'arrive déjà pas à identifier précisément et à le définir correctement, c'est difficile de savoir comment le corriger. Parce que qu'est-ce qui est origine du sticking point? Qu'est-ce qui peut l'influencer? Et du coup, les auteurs définissent alors le sticking point comme étant la position dans laquelle on va rater son soulevé lorsque l'exercice est mené à l'échec. Et ça, pour moi, je trouve que ça, c'est quantitatif, en fait. C'est-à-dire, bah, ok, quand tu arrives à X degrés au-dessus de la parallèle sur ton squat, boum, c'est plus. Ou alors, sur le bench, quand tu arrives, je sais pas, à X degrés, ou quand tu arrives sur la fin du mouvement, bah, c'est à ce moment-là que tu n'arrives pas à verrouiller. Et ça, du coup, c'est assez intéressant. Alors, peut-être que d'autres auront eu cette définition-là d'emblée, à voir. Mais en tout cas, d'un point de vue scientifique, c'est une question un peu plus complexe. Par contre, ils expliquent quand même que l'idée qu'on raterait le livre dans la position la plus faible, et du coup, en fait, ce dont tu disais que le sticking point révélerait d'une faiblesse, ben, en fait, ça manque de données empiriques. Ils disent qu'il faudrait comparer le sticking point avec la force isométrique, en fait, dans cette position-là. Et cela dit, ça a été mesuré une fois par Beckham et des collaborateurs. Et en fait, les résultats de cette étude-là, qui a mesuré le sticking point avec la force isométrique dans cette position-là, en fait, ils n'ont pas pu mettre en évidence de relation. Du coup, en fait, est-ce que c'est le cas, est-ce que c'est pas le cas? Voilà. Ils notent aussi que le sticking point est influencé par une multitude de facteurs, tels que, et là, ça devient un peu plus technique, donc j'espère que vous me suivez toujours, la dépendance de la force volontaire maximale à l'étirement musculaire et à la vitesse de contraction. Du coup, en fait, c'est juste lié aux propriétés neuromusculaires de ton muscle. Alors, ici, il parle aussi de facteurs tels que l'énergie élastique dissipée dans le cycle d'étirement-raccourcissement. Donc en fait, savoir que quand ton muscle il est étiré et qu'il se raccourcit après, ben, il y a une perte d'énergie et cette perte d'énergie pourrait expliquer en partie du coup le sticking point. Aussi les changements dans les leviers internes et externes, ça c'est parce qu'aussi tu es en mouvement et du coup ce qui se passe c'est que
le muscle bouge, se contracte, s'étire. Du coup, il y a différentes choses qui pourraient changer, hein. Les ponts actine, myosine s'étirent, ne sont plus exactement les mêmes. Ça pourrait être impliqué, mais aussi, parfois, si on gagne en masse musculaire, l'angle de pénation va changer, ce qui peut aussi contribuer à modifier, si tu veux, la capacité à développer de la force de manière maximale dans certaines positions. Du coup, ça, c'est des petites choses. Mais il cite aussi la fatigue de ce côté-là, ça va. Et enfin voilà, c'est différents facteurs. Donc ici, ils en ont identifié 4, je reviens là-dessus. La dépendance de la force volontaire maximale à l'étirement musculaire et à la vitesse de contraction. L'énergie élastique dissipée dans le cycle d'étirement-raccourcissement, les changements de levier interne et externe, et la fatigue. Ça va. Donc ça, c'est les 4 facteurs qu'ils ont pu vraiment identifier. Et en se basant là-dessus, les auteurs proposent plusieurs interventions. Je reviens dessus et je ferai une petite critique. Du coup, ils proposent un travail d'isolation à destination des muscles jugés comme point faible, ce qui est assez contradictoire avec ce qui est cité un peu plus haut. Ça, je le note. Du coup, au niveau de l'étude, je trouvais ça assez étrange quand même dans les recommandations. Ils proposent aussi un travail en amplitude partielle et en isométrique. Il souligne ici que les efforts et le temps investi, enfin, je reviendrai là-dessus par la suite, pardon. Il propose aussi des altérations techniques pour faciliter le soulevé et l'utilisation de résistance accommodative. Ça va. Du coup, je reviens là-dessus et je critique à chaque fois. Du coup, le travail d'isolation à destination des muscles jugés comme étant point faible, j'aurais vraiment tendance un peu à m'interroger sur l'efficacité directe de cette méthode, sur le sticking point. Comme il l'a dit, ils n'ont pas vu qu'il y avait forcément de relation entre la force isométrique dans une position et le sticking point. De manière générale, on sait que de toute façon, la masse musculaire va avoir un impact positif sur la performance de manière générale et pas uniquement sur une phase du lift. Du coup, en fait, je pense que travail d'isolation, c'est vraiment une bonne chose, mais comment on peut juger ce que c'est un muscle est faible ou pas, c'est l'aspect un peu plus compliqué. Alors, si les muscles qui sont faibles et que tu vois sur ton développé couché, tu as du mal à maintenir, par exemple, les omoplates scapulaires dans une bonne position, je pense que là-dessus, il y a peut-être du travail à faire à ce niveau-là. Et ça pourrait expliquer aussi le sticking point. Alors, c'est individualisé. Mais si, par exemple, tu es en train de te dire, j'ai du mal un peu sur le verrouillage en haut de mon lift, est-ce que je dois forcément travailler beaucoup plus les triceps de toute façon, travailler plus les triceps va aider ton bench dans tous les cas, mais est-ce que c'est ça qui va forcément faire en sorte que son sticking point ne soit plus un sticking point? Je ne sais pas. Enfin voilà. Du coup, pour moi, travailler l'isolation va aider à la performance. Est-ce que ça va modifier le sticking point? Je ne sais pas. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, c'est une question et malheureusement, j'ai pas forcément de réponse puisqu'il n'y a pas d'étude qui a dit, tiens, qui a comparé ces interventions. Du coup, voilà, il n'y a pas d'étude, c'est juste des recommandations de la part des auteurs. Donc après, ils définissent voilà, ils citent quelques sources, mais c'est plutôt un peu dans le modèle conceptuel et dans l'intervention qu'ils proposent. Alors, il y a du travail en amplitude partielle et ou en isométrique. Il souligne ici que les efforts et le temps investi, la fatigue et l'impact psychologique ne devraient pas être négligés. Parce qu'en fait, travailler en partiel, ça peut être plus fatigant, ça peut avoir plus de stress sur les articulations. Ça peut demander aussi un effort psychologique qui soit plus important et ça peut demander aussi du temps supplémentaire. Donc voilà, ici, je suis assez d'accord avec l'idée. Je suis assez d'accord avec la critique qu'ils en font. Cela dit, moi j'ai remarqué que de mon expérience, c'est pas spécialement efficace. J'ai fait beaucoup de block pull pour essayer d'améliorer mon lockout en deadlift. J'ai fait beaucoup de board press en close grip pour travailler sur mon verrouillage. C'est pas les choses qui ont aidé. Alors je le fais plus fort, mais c'est pas quelque chose qui a force. Pas parce que les variantes progressaient que mon sticking point évoluait. Donc là-dessus, moi je suis à nouveau un petit peu sceptique. Propose des altérations techniques pour faciliter le soulevé, tels que des changements de grip, de position de la barre ou d'espacement des pieds. Ça, c'est vraiment l'intervention que je préfère. Je dois le dire. Je l'aime beaucoup. Ce que j'aime bien aussi avec l'idée, c'est qu'en fait, c'est assez intéressant. C'est un corollaire et vraiment une extrapolation un petit peu, mais de mon côté, c'est ce que je fais quand je coach, parfois. C'est le fait que moi, j'aime bien manipuler justement la technique pour parfois rendre un soulevé plus difficile dans le cadre des accessoires pour limiter la charge nécessaire et donc potentiellement diminuer le stress sur les articulations. Et du coup, utiliser les longues tensions, l'étirement, essayer d'être le plus horizontal possible, de moins avoir recours au langage corporel. Quand je dis langage corporel, c'est vraiment des trichés, quoi. Quand ils parlent de body language ou body English pour s'aider du corps. Du coup, voilà. Et ça, j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est vraiment, vraiment efficace, mais je reviens là-dessus un petit peu après. Ensuite, les résistances accommodatives, telles que les bandes élastiques, les chaînes. Là-dessus, mais eux citent quand même que c'est pas la meilleure.
Tout simplement parce que la partie surchargée n'est pas forcément celle qui est la plus difficile du lift. Ça, je suis assez d'accord. Pour moi, là-dessus, c'est un peu du cas par cas, ça peut être utile. Moi, je trouve que notamment les chaînes, en tout cas sur le bench, m'ont toujours un peu plus été intéressantes. Et l'élastique, pour moi, est vraiment pas mon préféré. Par exemple, si j'ai fait du bench avec élastique, du bench avec chaîne, chaque fois que j'ai fait du bench avec élastique, des douleurs s'en sont suivies, jamais idéal. Avec les chaînes, génial. Et j'avais l'impression que du coup, avec surtout avec l'élastique, la courbe de résistance, ça change très vite, alors qu'avec les chaînes, ben, on soulève juste un peu plus de maillon. Et en fait, c'est assez linéaire dans l'augmentation de la difficulté du lift, alors que l'élastique, ben, il y a un moment où ça devient vraiment, vraiment très difficile de tendre le bras. Et voilà. Mais du coup, je pense que là-dessus, c'est un peu au cas par cas, ça dépendra. Il faut juste s'assurer que du coup, l'utilisation de la résistance accommodative correspond peut-être un peu à ce qui se fait sur le travail du lift. Mais après, j'avais en tête une étude. Malheureusement, j'ai été incapable de remettre la main dessus. Peut-être qu'elle a été rétractée aussi, ce qui est possible. Mais qui disait que justement, en tout cas, les données qu'ils avaient récoltées avec du travail du sticking point vis-à-vis de travail élastique, ben, en fait, ça n'était pas spécialement hyper efficace. Mais malheureusement, je vais essayer de pas trop m'avancer parce que j'ai pas été capable de la retrouver. C'est une étude que j'avais lue, je pense, en 2020 ou 2021. Je pensais l'avoir mise de côté, mais c'est peut-être pas le cas. Ou alors j'ai changé d'ordinateur depuis et juste resté sur le précédent. Mais voilà. Du coup, enfin voilà. En pratique, j'ai tendance à dire que c'est pas le cas. Il y a peut-être une étude qui confirme. Si quelqu'un la retrouve, je suis preneur. Sinon, d'un point de vue pragmatique et de mon expérience, je trouve que vraiment ajuster la technique, c'est ce qui aide le plus. Beaucoup d'athlètes qui galèrent sur le verrouillage en deadlift améliorent leur verrouillage en modifiant la position de départ. Si on suit les théories, c'est-à-dire le verrouillage est difficile, c'est les fessiers qui sont pas assez forts. Moi, j'ai fait des hip thrusts, j'ai préconisé des hip thrusts et en fait, ça changeait pas. Mais juste, ça modifiait rien. Le verrouillage est toujours difficile. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, une fois qu'on change la position de démarrage, bah tiens, le verrouillage est tout de suite plus facile. Bah oui, s'il y a moins de flexion lombaire, c'est plus facile de verrouiller et surtout de pousser avec les fessiers en haut. Alors oui, on peut rendre les fessiers plus forts, mais en attendant, est-ce que c'est pas plus facile de modifier la technique? Et voilà, ça va. Donc, je pense que voilà, c'est pas forcément indicateur d'une faiblesse. Je pense qu'après, on peut travailler sur le sticking point, mais je pense que voilà, travailler sur la technique, travailler sur le développement de la masse musculaire sont des choses qui peuvent modifier le sticking point. Donc voilà. Je pense que vraiment passer plus de temps dans la position qui pose problème aide toujours. Donc les pauses prolongées pour moi vont aider, mais c'est toujours et voilà, vont aider pour ajuster la position, mais aussi pour comment dire, parfois avec des pauses prolongées, on peut peut-être essayer de juste travailler aussi un peu sur le RFD, sur l'accélération de la barre et passer peut-être un peu plus facilement à travers aussi le sticking point. L'idée, c'est que si on veut travailler sur le sticking point, c'est vraiment d'avoir une vitesse et une intention maximum, même avec des charges lourdes, même avec des charges très légères aussi, pour lisser un petit peu l'aspect décélération. Et en fait, pas attendre que le sticking point nous tombe dessus, entre guillemets, ça va. Mais moi, dans ma philosophie à l'heure actuelle, c'est accepter qu'on ne doit pas forcément faire quelque chose pour modifier le sticking point. Si une série comporte plusieurs reps et que l'effort est important, c'est normal qu'il y ait des reps qui ralentissent. Je ne suis pas certain qu'on puisse faire quoi que ce soit à ça. On peut modifier la technique, on peut travailler sur l'accessoire, mais en fait, il y aura toujours un sticking point. Et même si le sticking point n'est plus le même, il va changer. Et puis, on se retrouve à quoi? À toujours vouloir modifier, travailler sur le sticking point, alors qu'en fin de compte, juste travailler pour devenir plus fort. Si on voit qu'il y a quand même une partie du mouvement qui n'est pas comprise ou qui n'est pas bien sur l'aspect technique, là, je pense que ça vaut la peine de travailler sur du partiel ou sur de l'isométrique ou ce genre de choses. Mais juste pour passer à travers le sticking point, c'est pas toujours intéressant. Alors, il y a d'autres applications pour l'isométrique. On pourrait parler d'isométrique overcoming, ce qui peut être une manière de primer, si vous voulez, un peu comme du contraste ou un single. C'est vraiment l'idée d'avoir un effet de potentiation. Ça peut faire sens. Mais en attendant, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment, il n'y ait pas de manière, entre guillemets, simple et efficace de forcément se débarrasser d'un sticking point. Et voilà. Du coup, ça, c'était un petit peu mon point de vue. Donc, j'ai pas l'impression que forcément que ce soit un indicateur d'une faiblesse. Et puis, du coup, je pense qu'un travail global et général, c'est suffisant pour travailler là-dessus. Ça va? Mais si quelqu'un d'autre a envie de s'étendre un peu sur le sujet et qui a une vision différente, je serais assez disposé à l'entendre et assez curieux de savoir ce qu'il y a à en dire. Mais voilà. Et enfin, dernière question. Question de Pauline. Alors, Pauline, j'apprécie énormément ta question. Je vais répondre vraiment très premier degré. J'espère que ça te fera bien rire. Et j'en profite pour éduquer tout le monde. Alors, sa question est: pourquoi tu es demi-roux? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je suis, bon, ça se voit pas trop, en été en tout cas, je suis blond de cheveux. Ma barbe est rousse. Du coup, je me considère comme un demi-roux.
Et en fait, c'est très simple. Il y a il y a une explication tout à fait scientifique à cela. Et en fait, c'est tout simplement, on va devoir parler un peu du poil et savoir un peu qu'est-ce qui pigmente le poil. Ça va, je vous explique un petit peu après. On va parler un petit peu génétique aussi. Et ça permettra de donner une réponse qui sera assez intelligente parce qu'on n'est pas dans ce podcast Smart and Strong pour rien. Et du coup, on se cultive. La couleur des poils, la couleur des cheveux et de la peau, en fait, de manière générale, elle est déterminée par la présence de deux pigments, le mélanine et la phéomélanine. Ça va? Le mélanine, elle est responsable des couleurs brunes, noires et châtain. Tandis que la phéomélanine, elle est responsable des couleurs rousses, blondes et rousses. Rousses, en fait. Blonde et rousse. Enfin, rousse et blonde ou blonde et rousse. Enfin, voilà. Ça, c'est vraiment sur l'aspect, ok, qu'est-ce qui fait qu'un cheveu ou quoi est pigmenté de telle couleur. Ça va? La quantité de mélanine, elle est produite par les cellules du follicule pileux. Et ça, c'est contrôlé par un gène qui est appelé le MC1R. Ce gène il est situé sur le chromosome 16. Et si une personne possède deux copies du gène MC1R, elle produira beaucoup de phéomélanine et elle aura les cheveux et la barbe rousse. Du coup, si on a deux copies de ce gène, du MC1R sur le chromosome 16, cheveux, barbe rousse. Si une personne ne possède qu'une seule copie du gène MC1R, elle produira moins de phéomélanine. Et elle aura la cheveux et la barbe d'une couleur plus foncée comme le brun ou le châtain. Il est donc possible qu'une personne ait une barbe rousse mais pas de cheveux roux s'il ne possède qu'une seule copie du gène en fait MC1R. Et on retrouve cette situation en fait qui est plutôt fréquente chez les hommes, tout simplement parce que les hommes ont de la barbe, hein, les femmes ont moins de barbe, du coup, voilà. Souvent, si elles ont les cheveux roux, on va estimer qu'elles sont rousses, et tout simplement, du coup, voilà. C'est quelque chose de normal, on voit plein d'acteurs. Christian Bale est un bon exemple de gars qui a une barbe rousse et des cheveux noirs, et du coup, voilà. Ça va. Du coup, il y a une petite explication scientifique, c'est lié à la génétique, à une copie du gène MC1R. Et visiblement, il semblerait que j'en ai qu'une de ces copies-là. Et du coup, voilà. Produit un petit peu moins de phéomélanine. Quoique, en fait, j'en ai peut-être deux, puisque je suis blond et roux. Enfin, voilà. Mais anyway, c'est lié à ça. C'est lié à ça. Voilà, voilà. J'espère que ça répond à la question. En attendant, écoutez, on se revoit bientôt pour un nouvel épisode du Smart and Strong podcast. Merci pour les questions. J'espère que vous avez adoré, ou en tout cas, vous avez profité du moment pour vous éduquer, pour en apprendre plein. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce que moi j'ai évoqué? Si pas, n'hésitez pas à le dire. Si vous avez des questions, des questions auxquelles vous aimeriez bien que je réponde, n'hésitez pas à les poser dans la section commentaires. Je les lirai et j'y répondrai lors de la prochaine édition du Smart and Strong podcast. Et voilà. En attendant, portez-vous bien. On se revoit très bientôt. Et en attendant, n'oubliez pas, stay smart, get strong.